Bienvenue dans ce deuxième épisode de Sans costume, puisqu'on a trouvé un nom depuis. Exactement. On reçoit aujourd'hui un voyageur qui accueille désormais les Globetrotters du monde entier dans son hôtel, entre autres. Il va nous raconter tout ça. Et en plus, il a un magnifique prénom. Bienvenue Cédric Fiorat. Merci pour l'invitation. C'est Vincent qui a eu l'idée d'inviter Cédric, l'excellente idée même, parce qu'il a un parcours intéressant. Vincent, je te laisse peut-être nous introduire qui est Cédric et pourquoi tu as décidé de l'inviter. Ouais, exactement. Merci. Et ouais, alors Cédric, c'est venu assez naturellement, quoi, parce que j'ai eu aussi quelques aventures. On vous partagera par la suite entrepreneuriales avec lui. Un entrepreneur que pour moi j'admire. Alors oui, il fait partie de ma famille aussi, il faut vous le dire. Mais au-delà de ça, un parcours où je reste très admiratif de ce qu'il a fait. Entrepreneur, voilà, j'ai dit dans l'âme. Et je trouvais aussi qu'il avait un parcours très atypique qui pourrait aussi intéresser une autre audience ou amener, on va dire, une vision de l'entrepreneuriat différente. Parce que c'est vrai qu'on vous a parlé avant, Cédric et moi, donc nous, des parcours quand même assez atypiques, hein, on va pas se mentir. Hein, on a fait notre gymnase, on a fait notre matu, on a fait HEC, notre master à HEC, on a commencé dans des boîtes familiales ou dans des grandes boîtes. Les gens ils se disent, OK, c'est facile, l'entrepreneuriat. Ils ont suivi un parcours balisé. Donc voilà, donc moi je trouvais très intéressant Cédric, qui lui finalement très tôt, il a eu des expériences, il est parti à l'étranger, il est allé dans plusieurs pays, pas mal, une grande envie dès sa jeunesse de vouloir travailler, mais bien sûr avant de travailler, il faut quand même avoir des papiers et des diplômes, et finalement, malgré des fois les diplômes, des fois qu'on n'a pas cette belle brochure du master HEC et autres, finalement, on va dire un peu, il y a pas, voilà, tous les chemins mènent à Rome, quoi, donc un parcours, on va dire, différent. Et tout ça s'est passé, on va dire, très tôt, ou dans sa jeunesse, donc assez canaille, on va dire, et turbulent en classe. Et donc voilà, un dimanche à 17h, ses parents sont venus devant lui ont posé 3 options. Donc, continuer l'école privée et le parcours, on va dire, que Cédric et moi, on a suivi, mais maintenant, commencer un petit peu à se structurer. Sinon, commencer maintenant à un CFC pour peut-être travailler plus tôt, où ils l'ont dit, écoute, on a rendez-vous à 17h. Sinon, 3e option, nous, on l'a pas. Donc, toi, viens avec une option. On se retrouve un dimanche à 17h et on va laisser la parole à Cédric nous expliquer l'option qu'il a choisie. Merci. Effectivement, très belle introduction. C'est correct. J'ai eu une semaine pour prendre une décision. Et la décision a été prise. C'était la 3e. Ça veut dire que c'est moi qui ai dit à mes parents ce que je voulais faire. Ils m'ont regardé un peu en transpirant, en se disant « Oula, qu'est-ce qu'il va nous dire, lui ?» Et je leur ai dit, voilà, je veux partir aux États-Unis. Et ils m'ont dit, OK, si c'est ça que tu veux, bien évidemment pour étudier au niveau high school. Et ils se sont mis à la recherche directement d'un programme qui m'a permis au final de prendre mon envol pour arriver aux États-Unis, qui a été le départ, on va dire, de ma carrière. C'est ce qui m'a aussi donné l'envie de voyager, de découvrir d'autres cultures. Et c'est surtout ce qui m'a permis, pour être très clair, de me trouver moi-même et de savoir qui j'étais. Tu as quel âge à ce moment-là? Alors, j'ai pris la décision à 15 ans et je suis parti. Je venais, ça faisait 2 semaines que j'avais 16 ans. Moi, je comprends, pourquoi les États-Unis? Parce qu'on pourrait aller en Australie, déjà, on pourrait aller en Europe avant de partir aux États-Unis, car quand même, il faut se dire 15 ans, se dire, je vais aller quand même, je sais pas, avec les États-Unis, on met quoi, 15 heures de vol, il doit y avoir. Que c'était où aux États-Uis? Alors, ça, c'est encore. C'est l'autre point. Pourquoi les États-Unis et où aux États-Unis, quoi? Alors, les États-Unis, pourquoi? Moi, je suis un gamin des années, je suis né en 84. J'ai vécu les séries télévisées et autres. Et puis, pour moi, les États-Unis, c'était, voilà. American Dream. Complètement. Non, mais même, j'avais juste envie d'aller là-bas. J'en parle, j'en ai la chair de poule encore. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde pense New York, Los Angeles et autres. Ah non, moi, j'ai fini à Knoxville, dans le Tennessee. Pour rien au monde, je changerais d'endroit. J'aurais changé d'endroit. Et s'il fallait refaire, je referais exactement la même chose. C'était extraordinaire. Après, voilà. Et c'est quoi, pourquoi Knoxville? Il y avait une université qui plaisait là-bas? Absolument pas. Il y avait que des billets d'avion qui allaient à Knoxville à ce moment-là? Non, c'est étonnant comme choix à 15 ans finir à Knoxville, alors que finalement, quand on est dans un American Dream, on se dit, je vais aller à Miami, New York, on regarde les séries, on regarde les films. Il faut bien se dire une chose, c'est quand on fait une année d'étudiant d'échange à la base, on va pas vous mettre dans une ville type Miami, New York ou autre. Ça, c'est intéressant. En fait, on choisit pas où on va. C'est les familles qui nous choisissent parce qu'on intègre une famille d'accueil. Ouais.
Ok. Et c'est une famille qui m'a choisi. Et cette famille habitait à Knoxville, dans le Tennessee. Ok. Voilà pourquoi, en fait, j'ai fini là-bas. Et juste pour faire un petit point sur cette expérience aux États-Unis, les 4 premiers mois ont été les plus difficiles parce que j'étais dans une famille qui n'était pas du tout l'American Dream, on va dire. Voilà, qui était complètement à l'envers. C'était très, très compliqué. Et après 4 mois, j'ai appelé mon père et, en pleurs pour lui dire que je voulais rentrer. Parce que je me sentais pas bien là-bas. Et lui m'a répondu au téléphone qu'il se souvenait d'un fameux dimanche où on avait parlé et que c'est moi qui avais pris cette décision de partir là-bas. Donc, c'était à moi de régler ce problème et à moi de trouver les solutions pour rester là-bas. Et que pour lui, je devais finir mon année là-bas. Il n'avait pas envie que je rentre parce qu'il m'a dit, voilà, tu as voulu faire le grand, tu as voulu toi choisir, et ben maintenant, tu vas jusqu'au bout et tu te démerdes, tu trouves les solutions. Et ta solution, ça a été? J'ai pu appeler un contact, changer de famille, trouver une autre... Et puis là, ça a été... T'as fait Bon, l'éclate. finalement, on peut appeler ça les débuts de l'entrepreneuriat. Hein. Problème, solution. Et finalement se retrouver dans son caca, on va dire, et de se dire, bon, bah, ok, c'est moi qui je me suis amené là-dedans, il y a une problématique, bon, il faut trouver les solutions, quoi. Donc, c'est aussi un peu les débuts, on peut dire. Hein. C'est exactement Du coup, ça. la Et solution, donc, la solution a été de changer de famille d'accueil. Ouais. Ça a pu se faire. Et normalement, une année d'étudiant d'échange, c'est 1 an. Mhm. Et par chance, j'ai pu rester 2 ans. Ok. Donc, t'es rentré à l'été 2001. En 2002, en fait, je suis parti à pile 16, je suis revenu à 18. Donc, t'as fait le 11 septembre aux États-Unis? Oui. Ça devait être une expérience aussi. J'étais là-bas en high school, ouais, le jour du 11 septembre, effectivement, où c'était fou. C'était une histoire de dingue. Mais ça, je pense qu'on pourrait même en faire rien que pour ça, on pourrait faire un podcast. En fait, même rien que sur la période aux États-Unis, on pourrait faire un podcast rien que pour ça. Non, une fois que j'ai pu changer de famille d'accueil et tout, c'était extraordinaire. J'ai pu faire ma 2e année. L'équivalent, en fait, c'était après de revenir avec une espèce de bac international que, bien évidemment, je n'ai pas eu puisque j'ai loupé l'anglais, qui n'est pas ma langue maternelle. Donc, je suis revenu juste avec un certificat comme quoi j'ai été à l'école. Ouais. Voilà. Et en rentrant des États-Unis pour continuer, la fièvre déjà du voyage. Hein, j'avais vécu 2 ans à l'étranger. Il fallait... j'avais envie de bosser, j'avais envie de voyager, j'avais envie de tout faire, en fait. Très rapidement, j'ai quand même discuté avec mes parents et on savait que j'allais faire alors de base, une école hôtelière. Ouais. Mais pour aller dans une école hôtelière, il faut faire des stages et ainsi de suite. Et c'est là qu'a commencé la suite de mes voyages. Et bon, d'abord, j'ai commencé à Soleure, en Suisse allemande, pendant 8 mois où j'ai fait on va dire, mes premières expériences dans le métier en service. Et ensuite, le Mexique, où je suis parti chez un ami à mon père, où j'ai fait mes premières armes en cuisine. Ok. Pendant 6 mois à Huatulco, dans une chaîne d'hôtels 5 étoiles. Et en revenant, ça m'a permis d'intégrer l'école hôtelière de Genève. Et j'avais déjà, en fait, tout le bagou, on va dire, pratique. Et c'est quoi le plus dépaysant? C'est Soleure ou le Mexique? C'est assez marrant. Alors, c'est drôle qu'on dise dépaysant. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en tant que Suisse romand, Soleure, c'est déjà, on va dire, c'est encore on n'est pas tout à fait en Suisse allemande, mais quand même. Il faut être très clair. La Suisse romande, c'est un pays. La Suisse allemande, c'est un pays. Le Mexique, c'est un pays. Ouais. On ne peut jamais comparer ces voyages. Ouais. J'y viendrai plus tard. Sur toutes mes expériences, le pays que j'ai préféré... Alors, de toute façon, bon, ça, c'est les États-Unis, mais ça, c'est dans le cœur. Dans les voyages, le Mexique, c'est extraordinaire. Je ne suis pas persuadé que c'est un endroit où je pourrais y vivre en permanence. Par contre, c'est super. C'est vrai, comme ton parcours t'a amené très loin, finalement. Donc, de voir Soleure, qui est finalement pas si loin, on peut finalement vivre une expérience culturelle très différente aussi à quelques heures de train. Ah, complètement. On peut vivre une expérience complètement différente dans une autre ville. Ouais. Parce qu'on n'a plus... Dès le moment où on perd ses repères, c'est une expérience différente. Dès le moment où il faut partir à zéro, c'est une expérience différente. Il y a toujours un trajet au milieu qui l'amène d'un point A à un point B. Mais de se refaire, c'est toujours... Le lieu où on va, on est toujours tout seul au final. Ouais. Et il y a tout à créer par rapport à soi-même. Ouais. Moi, je rebondirais juste sur un petit truc. Quand tu parlais de faire de l'école hôtelière, est-ce que c'était un choix des petits, tu voulais faire? Parce que pour en revenir, nous, dans le premier podcast, on disait des fois l'impact que peuvent avoir les parents sur les métiers qu'on va choisir. Et c'est vrai que c'est typiquement
Mon père est médecin. À la maison, il va me parler un peu des cas qu'il a vus. J'aurai aussi la terminologie. Donc, logiquement, j'irai un petit peu dans ce genre de métier. J'irai pas peut-être faire cuisinier ou de l'école hôtelière alors que j'ai pas le vocabulaire à la maison. On m'a pas transmis de passion non plus. Qu'est-ce qui t'a fait le déclencheur, toi, on va dire, au niveau sur le métier d'hôtel? Alors, est-ce que c'était peut-être de travailler avec papa quand tu étais jeune? Est-ce que tu as toujours aimé le service? Pourquoi l'école hôtelière? L'école hôtelière, le métier, on va dire, d'hôtelier, restaurateur, cuisinier aussi, parce qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait cuisinier aussi, je pense un peu. Alors, en fait, pour être franc, c'est vite vu, papa et maman, mes parents, eux, ils ont monté l'hôtel Cristal à Lausanne en 79. Je suis né en 84. Donc, je suis né dans l'hôtel. Ouais. Et en fait, j'ai de la peine à expliquer. C'est que je pense que j'ai été tout de suite happé par ce métier. Alors qu'en fait, quand on est enfant, on n'y connaît rien. Quand je voulais être hôtelier, j'avais 11 ans. Ouais. À 11 ans, on ne connaît pas la vie, on ne connaît rien du tout. Et moi, à 11 ans, je voulais être hôtelier. Non. Ça m'a Mais les enfants, pour moi, ils connaissent que ça. Donc, on reproduit ce que les parents font. Moi, je vois des fois sur les petits-enfants de parents que je connais, c'est on joue à papa et maman, puis eux, je vais au travail, mais tu vas quoi comme travail? Et ils redisent le travail des parents parce qu'ils connaissent pas des fois d'autres. Et des fois, est-ce qu'on n'est pas un peu... Ce qui est intéressant, c'est que moi, mon papa... serré là-dessus, quoi. S'il aurait pu me faire que je choisisse un autre métier... Que hôtelier. Il aurait préféré, oui, parce que l'hôtellerie, c'est pas un métier facile. Non. C'est un métier de passionné. Et en fait, au final, aujourd'hui, on en parle avec mon papa et il se dit, ben voilà, j'ai bien choisi ma voie. C'est exactement ce qu'il fallait pour moi, en fait. Mm. Et de nouveau, je répète, s'il fallait le refaire, j'aurais fait exactement tout la même chose. Ouais. Je regrette absolument rien. Et moi, quelque chose qui serait peut-être intéressant, c'est parce que je pense qu'il y a pas mal de gens aussi peut-être qui vont nous écouter dans ces podcasts. C'est vrai que les audiences des podcasts sur YouTube, c'est souvent des fois jeunes, mais il y a pas à avoir de tout, qui des fois cherchent dans les métiers, ce genre de choses. Ce que tu dirais sur l'hôtelier, alors il faut de la passion, tu dirais. Enfin, Ce qui est intéressant avec l'école hôtelière, c'est que quoi qu'il advienne, on apprend beaucoup de choses. On apprend de la compta, on apprend de la relation publique, on apprend à parler, on apprend les vins, la nourriture, être épicurien, tout, la totalité. Ce qui est génial d'une école hôtelière, c'est quand on sort. Le spectre, il est très, très large. On peut faire beaucoup de choses. Après, moi, je vais être très franc. Sur ma volée à l'école hôtelière, je crois que on doit être 2 à être restés dans l'hôtellerie. Ouais. Tous les autres sont partis dans des domaines complètement différents. Parce que, en fait, on a une formation à large spectre. On peut être autonome et on est très autonome dans beaucoup de choses. Et surtout, on est très à l'aise. Puisque dans l'hôtellerie, obligatoirement, on est voué à être devant des gens, à parler, à s'exprimer, à côtoyer du monde et autres. Ouais. C'est un métier, on va dire plutôt extraverti. Et de polyvalence aussi. Complètement. Et moi, je trouve un avantage de l'école hôtelière, peut-être que nous, on n'a pas. Alors que nous, si je reviens aux facultés d'économie qu'on a fait, c'est très axé sur nos cerveaux, mais nos mains et les manuels et ce genre de choses, il y a moins à dire que là, il y a quand même le service. Alors, et déjà, nous, on est en HEC, on n'est pas en contact avec les gens. Pour moi, la différence, en HL, ils sont en contact avec les gens. Ils apprennent, entre guillemets, grossièrement à utiliser leurs mains, mais cette dextérité, à cuisiner, à comprendre son corps, des choses assez importantes. Et aussi le développement du cerveau, dans le sens la comptabilité et ce genre de choses. Et pour moi, c'est quand même des assets assez importants, pluridisciplinaires, et qui permet aussi de voir personnellement où est-ce qu'on se sent le plus à l'aise, quoi. Après, pour revenir à l'histoire de l'école hôtelière, je l'ai fini en 2007, mais j'ai pas eu le diplôme. De nouveau, parce que j'ai loupé une branche. Il y avait 84 examens finaux, j'en ai réussi 83, donc j'ai pas eu le diplôme. Mais ce qui est important de dire, c'est que quand on va à l'école ou quand on fait des études, même, c'est ultra frustrant de pas avoir le diplôme. Je peux vous garantir, moi, il m'a fallu un long moment pour l'accepter. Mais au final, les compétences et les connaissances, elles sont là. Certes, le papier, il aide. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire d'études. Il faut en faire, mais il faut pas juste s'arrêter au diplôme. Certes, je l'ai, tant mieux, ça m'aide. Je l'ai pas, c'est pas que je vais pas y arriver parce que j'ai pas de diplôme. Surtout que celui qui a le diplôme a réussi un examen de plus que toi. Donc, c'est exactement même d'un ça. point de vue purement, on va dire, académique du test, t'as 99% du background théorique qui a été validé. Et c'est vrai que il te manque ce pourcent-là pour avoir le papier, mais ça ne veut pas dire que tout ce que tu as emmagasiné durant ces années-là ne t'ont pas servi. Ah non, au contraire, je répète,
Même si j'ai pas le papier, les connaissances, elles sont dans ma tête. Ouais. Au final, donc je finis l'école hôtelière de Genève. Et puis, comme d'habitude, c'est la douche froide parce que quand on finit des études, on va pas demain devenir directeur. Faut travailler. Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur sur le job. J'ai toujours bossé. Donc, je suis sorti de l'école hôtelière. J'ai trouvé un job de chef de rang au Royal Savoie à Lausanne avant sa rénovation. Et j'ai appris forcément pendant ce travail que le Royal Savoie allait fermer. Puis j'ai pris mes clics et mes claques et puis j'ai décidé de commencer à voir peut-être une carrière internationale. Et j'ai été pris par le groupe Hyatt International où j'ai signé en fait un contrat qui me donne un accès à un CMT qui est un Corporate Management Training sur 1 an. Et puis si on le réussit, on a 1 an de poste. Okay. Et ça s'est passé en 2008. Mais géographiquement, c'est là où je suis parti. C'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, on m'a donné 4 options. J'avais soit un hôtel resort en Espagne, soit un hôtel à Belgrade, soit à Dubaï. Et le 4e, c'était à Bakou en Azerbaïdjan. Et en fait, ça a été assez vite vu. L'Espagne, je voulais pas y aller. Je parlais déjà espagnol, puis j'avais habité au Mexique. Belgrade, c'était hors de question parce que c'était la capitale de la nuit. Faire la fête et tout, c'était vraiment pas une bonne idée que j'aille là-bas. Dubaï, absolument, ça m'intéressait pas du tout parce que tout le monde avait déjà Dubaï sur son CV au niveau de l'hôtellerie. Ouais. Restait plus que Bakou. Et je me suis dit, de toute façon, si je me note que je vais aller là-bas, je pense que je vais être pris. Je pense pas qu'il y a grand monde qui a envie d'aller. C'est ce que je me disais, moi, dans ma tête. Effectivement, j'ai été pris tout de suite. Et c'était l'expérience la plus extraordinaire de ma vie. Parce que là, j'ai pris une claque sur le choc culturel complet. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout... Quand on parle français, on est des latins. On est d'accord. Quand on va au Mexique, on a un peu cette forme... Ouais, mais on a cette... On se sent bien, c'est à l'aise. J'ai envie de dire, c'est une langue latine, l'espagnol, donc on arrive à s'y retrouver. Ouais. Les États-Unis, c'est un monde complètement à part, mais c'est aussi, c'est un fantasme un peu. Ouais, voilà, exactement. L'Azerbaïdjan, puis je répète, c'est l'Azerbaïdjan de 2008, pas l'Azerbaïdjan d'aujourd'hui. Pour situer, qu'est-ce qui change ? Tout le monde n'était pas... Alors, parce qu'en fait, l'indépendance de l'Azerbaïdjan, c'était en 98. Donc moi, j'y suis arrivé 10 ans après. Ok. L'ambassade suisse venait d'ouvrir. Ils étaient encore en recherche identitaire. Il ne faut pas oublier qu'il y avait l'ex-Union soviétique et tout. Donc, voilà. Et on arrive dans un endroit où il y a tout à faire. Il n'y avait pas grand-chose. Il faut savoir que dans la capitale, il y avait encore de la terre battue. Donc, il y a des endroits, si tu n'as pas de 4x4, tu passes pas. C'est tout ce concept. Moi, j'ai été engagé par le groupe Hyatt. Les 2 hôtels 5 étoiles de Bakou, je répète, capitale, 4 millions d'habitants. Les 2 seuls hôtels 5 étoiles, c'était les 2 Hyatt. Okay. Et si l'autre hôtel 5 étoiles, c'était un hôtel 5 étoiles local. Donc, il n'y avait pas d'hôtellerie là-bas. Il y avait tout à faire. Aujourd'hui, tout le monde connaît Bakou, tout le monde sait où est l'Azerbaïdjan et autres. À l'époque, moi, quand je suis parti, personne ne savait où c'était. C'était vraiment dans une société en pleine transformation. Complètement. Et c'était génial. C'était génial de travailler pour un groupe hôtelier, surtout sur 2 marques. Ils avaient le Hyatt Regency et Park Hyatt. Et moi, j'ai été pris, j'ai pu faire mon Corporate Management Training que j'ai réussi puisque je suis resté 1 année supplémentaire. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et là, je ne parle pas du pays, je parle du groupe. Ça m'a appris que tout ce que je voudrais faire dans l'hôtellerie, c'est exactement pas ce qu'eux, ils faisaient. Et ça m'a permis de comprendre qu'en fait, mes valeurs, que j'allais de toute façon finir oui, certes, entrepreneur, mais surtout avec une idée familiale. Une échelle plus humaine. Complètement. Complètement. Ouais, pour moi, ce que je vois dans ton parcours, c'est une grosse envie finalement de cet amas de connaissances, de pouvoir tout connaître, de tout voir et de pas de refuser quelque chose et pas de te contenir aussi des fois de la facilité, comme tu aurais pu aller en Espagne, passer à l'espagnol, mais dire non, l'espagnol, je l'ai déjà, je veux voir autre chose. Eux, ils font tout ça, moi, je veux faire différemment. Et finalement, c'est toi qui est pour moi, dans l'entrepreneuriat par la suite, élémentaire, quoi. De voir, déjà d'avoir une compétence, on va dire, à 80%, de pas aller au-delà, mais comme ça, on connaît un petit peu la structure de Bla, et puis de voir pas mal de choses différentes, quoi. Et de pouvoir se rendre compte, ça j'aime pas, ça je veux faire. Et pas de se dire des fois hypothétiquement,
Non, alors ça, c'est pas un truc qui m'intéresse. Je sais que j'aimerais pas, mais d'aller vraiment sur le terrain et de se rendre compte, OK, ce qu'ils font là, je ne veux pas le faire. Et c'est pas hypothétique, c'est réel, c'est tangible. Et avoir, pour moi, cette ouverture d'esprit de tout essayer. C'est même moi ce que j'essaie de faire. Il y a des thématiques, l'astrologie ou de ce genre de choses ou très spirituelles, où moi, je suis moins dedans. Mais hypothétiquement, parce que j'y crois pas, parce que machin. Mais maintenant, je m'y plonge dedans, je commence à comprendre les choses. Je me dis, pourquoi pas? Et c'est intéressant. Et souvent, on a des barrières, on va dire, psychologiques où on dit, ah, mais non, ça, je connais rien, ou c'est faux. Non, mais pourquoi c'est faux? Ah, bah, je sais pas, c'est faux. Non. Et en allant dedans, et c'est là qu'on élargit notre spectre, que ça, on peut en tirer quelque chose, ça peut être intéressant. Faut s'autoriser à être curieux. Ouais, et ce mindset que tu as, pour moi, c'est vraiment une grande force. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, tu arrives si bien, parce que finalement, on peut puiser à droite, à gauche. On a notre portefeuille de ressources, et on sait aussi aller tirer sur les bonnes ficelles, on va dire, quoi. Exact. Il y a pour clore après, en plus, ce concept de l'Azerbaïdjan, parce que j'étais prêt à faire une carrière internationale, mais si je voulais continuer avec Hayat, il fallait que je signe encore 1 an là-bas. J'avais pas vraiment envie de rester encore 1 an supplémentaire à Bakou. Du coup, t'avais vu ce que t'avais vu. j'ai vu ce que j'ai, oui, et puis 80%, on en au revient final, un peu aussi. je crois qu'ils m'ont, vous allez comprendre par la suite, ça m'a dégoûté de l'hôtellerie en fait. J'étais dégoûté de ce métier à cause du groupe. Je le dis honnêtement, à cause de ce groupe. Pas de ce groupe, pas Hayat en lui-même, mais à cause du concept du groupe. Le jour où j'ai décidé de partir, je savais très bien que voilà, je vais revenir en Suisse, mais je veux déjà avoir un travail. Donc depuis l'Azerbaïdjan, j'ai été embauché en Suisse et j'ai commencé au groupe Manor à Lausanne, dans le food, au supermarché. Je vous laisse imaginer le gap entre vous avez travaillé dans l'hôtellerie de luxe et 2 mois après, vous êtes en train de remplir des rayons dans un supermarché. Mais en fait, c'était génial. Ça a permis de faire la coupure. Et je voulais absolument voir autre chose. Et je voulais voir l'agroalimentaire. Ça m'intéressait aussi. De voir comment ça se passe dans un supermarché. Parce qu'au final, ça touche mon métier aussi. C'est de l'alimentaire. Ah, Et je me suis dit, tiens, je vais essayer, je vais aller voir. Et j'ai été, numéro 2 du supermarché à Lausanne. J'ai tenu que 9 mois. Mais c'était 9 mois intenses où j'ai appris énormément de choses. J'ai appris le concept de la grande distribution. J'ai appris comment fonctionne un supermarché. Parce qu'on se rend pas compte. On y va tous les jours, hein, mais on se rend pas compte comment fonctionne réellement un supermarché. On se rend pas compte de quoi? De l'infrastructure là derrière, 96 collaborateurs au Manor à Lausanne. Avec du libre service, du frais, de l'ultra frais. Enfin, c'est stratosphérique. Les commandes, les quantités et autres. Et moi, j'ai adoré. C'est quoi, la logistique, hein, c'est ça le point. Ah, c'est la logistique. Remplir les rayons, refaire, remettre, passer des commandes. Enfin, on fait continue, quoi. C'est impressionnant. Les 2 périodes qui m'avaient le plus marqué, c'était Noël et Nouvel An. D'accord, ouais. Ah, c'est non, mais c'est impressionnant. Enfin bref, voilà. Ça m'a permis de voir autre chose. Comme j'étais dans le groupe Manor, j'étais dans l'agroalimentaire, au supermarché, ça m'intéressait. C'était dur. Et puis au final, au bout de 9 mois, j'étais là, non, c'est pas fait pour moi. Et j'ai fait comme d'habitude. Je suis allé vers la direction. Puis j'ai dit, écoutez, voilà, le supermarché, c'est pas fait pour moi. Je pense que je vais arrêter. Ils m'ont regardé puis ils m'ont dit, vous pensez bien que vous venez de nous donner votre démission? Et j'ai dit, ah oui, c'est vrai, effectivement. Et là, le directeur de Manor Lausanne est arrivé. Il a dit, non, vous restez ici. On va vous trouver une solution et autres. Et je suis passé au Manora. Donc dans les restaurants Manora. Et là, génial. Et là, je me suis éclaté pendant quelques années. Et l'idée principale d'arriver dans les Manora, pour la suite de ma carrière, je voulais absolument arriver à un poste de gérant. Pour qu'entre guillemets, je me retrouve enfin seul à la tête d'un restaurant avec mes propres responsabilités, pas mon argent, s'il faut être très franc. Comme on dit toujours à l'école hôtelière, hein, other people money. C'est comme ça qu'on commence. Il faut d'abord gérer l'argent des autres avant le sien. Comme ça, on est sûr que si jamais, c'est comme ça. Je pense c'est déjà bien. Parce que tu aurais pu aussi dès le début dire, si tes parents ils avaient un hôtel, te dire, je vais dans l'hôtel de mes parents, genre ça, mais tu avais quand même aussi cette envie de monter toi aussi, de prouver aussi. Hein. Parce que finalement, parce qu'après on va revenir, mais tu vas finalement rejoindre l'hôtel Cristal, mais il y aurait pu avoir cette facilité aussi de se dire, parce que t'en as bavé, hein, t'es quand même les US, les Mexiques, les machins, c'est bon, je t'aime débrouiller, maintenant je me la coule douce,
Je vais un moment à l'hôtel des parents. Eh non, tu as continué parce que oui, tu avais cet asset culturel, mais maintenant, tu voulais aussi montrer ou d'y arriver autre que la famille. Mais pour moi, c'est aussi... La facilité, ça aurait été d'aller directement chez mes parents. Effectivement, simplement qu'il y avait un problème, c'est que j'avais pas les compétences. J'avais les connaissances, mais pas les compétences directes pour gérer un hôtel. Moi, je voulais en être sûr. Oui, alors c'est parce que c'était moi, c'était intrinsèque. Enfin, si à ton père, il prend du temps avec toi, il te montre comment faire. Bien sûr. Et ça, et moi, c'était intrinsèque. Là-dessus, de te sentir légitime dans cette prise. Et pas c'est papa qui me donne, il va m'aider, mais de faire tes expériences pour te sentir légitime. Te dire, c'est bon, je sens que j'ai les cartes en main pour gérer. Si tu veux même, tu peux me donner les clés, tu peux partir demain, je vais gérer. C'est exactement ça. Mais c'est intéressant comme process de réflexion et de voir. Du coup, c'est là où j'arrive au point où en fait j'ai eu mon poste de gérant, où j'ai été transféré de Lausanne à La Chaux-de-Fonds. Et j'ai fait mes 2 ans là-bas. J'ai eu mon poste de gérant. J'ai vu, OK, j'ai tout géré moi-même. Ça marche. Et c'est à ce moment-là où je suis arrivé vers mon père. Puis j'ai dit, écoute... tu peux me donner les clés du tracteur. Hello. Alors, je lui ai pas demandé de me donner les clés du tracteur. Je lui ai dit, salut papa, est-ce que tu serais d'accord que je vienne à la direction du Cristal? Il m'a dit, voilà, maintenant on peut y aller. C'est parti comme ça. Donc ça, c'était en 2016. 2016. Et puis, cette année, en 2019, j'ai acheté l'entreprise familiale. Et comment cette expérience? Parce que nous, on en a parlé dans le premier. Parce que donc son père aussi entrepreneur. Voilà, on a tout. On a les deux travaillé avec nos pères. On a parlé de nos expériences. Comment est ton ressenti moi, de ce travail familial avec le père? Comment tu l'as vécu? Cool. De ce que je sais, de ce que j'ai lu, je crois qu'il y a des stats. Entre 95 et 98% des passations d'entreprise entre père et fils, c'est très compliqué. Moi, j'étais dans les 2% idylliques, où j'ai eu une relation fusionnelle avec mon papa. Il a compris que je venais. Il avait déjà préparé ma venue, ça veut dire même avec le personnel. Ça paraît tout bête. Lui, c'est Monsieur Fiora, moi, c'est Cédric. Moi, je refusais qu'au Cristal, on m'appelle Monsieur Fiora. Monsieur Fiora, c'est mon père. Et moi, à l'hôtel, tout le monde m'appelle Cédric. Personne m'appelle Monsieur Fiora. Déjà, pour marquer, ça paraît peut-être insignifiant, mais c'est déjà ça marque un grand coup. Ensuite, et là, c'est moi qui ai énormément de respect pour mon papa, c'est que il est arrivé, il m'a transmis des dossiers, il a regardé comment je me débrouillais, il m'a appris ses ficelles à lui. Et dès qu'il a vu que je me sentais bien et que j'étais OK, il a commencé à rajouter des dossiers. Et un jour, il a arrêté de venir au travail. Et je pense que venant d'un entrepreneur comme lui, ça devait pas être facile. Ça, c'est l'œuvre d'une vie, même si c'est on s'en rend pas compte. Voilà. On peut pas s'en rendre compte. Il me l'a dit une année plus tard. Il m'a dit, tu sais, c'était pas facile. J'ai dit, je pense bien. Et par contre, il a eu ce qui est le plus dur à faire, je pense, d'avoir ton bébé, tu le crées et tu le transmets à ton fils et surtout, tu prends du recul. Et il a su faire ça. Et rien que pour ça, je lui en suis éternellement reconnaissant. Tu es comme passionné aussi dans l'hôtellerie? Mon père. Passionné, ouais. C'est une passion de père en fils. Non. Déjà, oui ou non? Non, mon père, il est devenu. Ah, d'accord. Mon père est devenu hôtelier parce qu'il voulait changer de vie. Mon père, il a vécu à Sion. Mon père, il aurait dû, officiellement, il aurait dû être machiniste sur les chantiers. Il aurait peut-être fait ingénieur ou autre, je sais pas. Mais en fait, il voulait avoir une meilleure vie. Puis il s'est dit, tiens, je vais faire l'école hôtelière. Et mon père. Et il a racheté après l'hôtel Cristal? Oui. OK. Oui, mais mon père, c'est un hôtelier back-office, on va dire. Lui, c'est, derrière dans son bureau, il gère son hôtel et tout. Faut pas le mettre devant la clientèle. C'était clairement moins son truc, qui était clairement ma force. D'arriver, de pouvoir reprendre un hôtel. Je parlais, au final, 4 langues couramment. Ah, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on demande c'est ce qu'il faut dans l'hôtellerie, français, anglais, allemand, espagnol. Pour l'hôtellerie, il y a juste rien de mieux. Et de là est partie cette expérience d'hôtelier, en fait, à tenir les rênes de l'entreprise familiale, non sans, on va dire, je ne veux pas dire difficulté, mais
de faire des erreurs. Et ça, c'est génial. D'apprendre à faire des erreurs. Et surtout, comme mon père me l'a toujours dit, quand tu fais une erreur, surtout, fais-la jusqu'au bout. Ne t'arrête jamais au milieu quand tu fais une erreur. Dans tout ce que tu fais, continue. Va jusqu'au bout, parce qu'une fois que tu auras été jusqu'au bout, tu auras appris, puis tu vas plus la refaire. C'est sûr. Et ça, c'est important dans le... Et moi, je trouve assez beau l'image de dire que la réussite, c'est un cumulé d'échecs. Hein. C'est... Mais de toute façon, c'est un pas de plus à chaque fois vers cette réussite, quoi. C'est un apprentissage. On apprend beaucoup mieux des ratés qu'on peut faire. Tu réussis un truc, t'en es fier. Tu rates quelque chose, t'apprends. Et d'ailleurs, c'est très humain. Est-ce que vous célébrez, vous, les succès? Il y en a très peu qui célèbrent un succès. Genre, j'ai réussi quelque chose, de le célébrer justement cette réussite. Par contre, l'échec, alors ça, on s'en souvient. Pendant 1 mois, 2 mois, on n'entend pas. Mais j'aurais pu faire comme ça, j'aurais pu faire comme ci. Par contre, le succès, c'est, allez, bon, une bière, on trinque, bravo. Et puis, hop, il a disparu. Ok, prochain succès. Alors que non, l'échec, qui peut être petit ou grand, il va nous rester dans la tête pendant 3 mois. Le succès, en une soirée, il sera parti. Hein. Et c'est dommage. Et pour moi, d'apprendre de l'échec, oui, alors ça, c'est une chose, mais de le succès aussi, prendre le temps. C'est drôle ce que tu racontes, parce que récemment, j'ai rencontré un entrepreneur aussi. On parlait un peu de nos parcours. Puis, il me racontait plein de trucs. J'étais, ouais, c'est incroyable. Bon, il a 20-30 ans de plus que moi. Il me racontait un peu tout ce qu'il a fait. J'étais, ouais, extraordinaire. Tu commences à parler de toi. Puis, je remontais au dernier mois. Puis, ah ouais, moi, j'ai fait ça. Puis, en fait, c'est après coup, je me suis dit, mais en fait, il y a 5 ans, on a monté un festival avec des potes. Ça s'est hyper bien passé. Ça a tenu 10 éditions. C'était une aventure incroyable. Je ne l'ai même pas mentionné parce que ça m'était complètement sorti de la tête, parce que c'était un truc réussi. Et il y avait plein d'exemples comme ça, de trucs que je trouve, après coup, en soi, c'est assez génial d'avoir fait certaines expériences. Mais comme ça s'est bien passé, t'oublies tout de suite. Ah, c'est sûr. Puis tu as des fois des trucs que tu pourrais arriver à la fin de l'année. Bon, ok, cette année, quels sont les petits succès que j'ai faits? Et de les lister. Puis tu vas voir ta liste et tu vas te dire, ah ouais, quand même, mais voilà, on les passe trop vite, quoi. C'est là où faire quelque chose pour lequel j'ai jamais trouvé la rigueur de le faire, c'est tenir un journal, même une fois par semaine, et de le relire de temps en temps, ça doit être extrêmement bien. Enfin, je pense de le relire, ça doit être extrêmement bien. J'ai pas la rigueur aujourd'hui pour me tenir le journal régulièrement. Et je pense que c'est quelque chose de très bien, rien qu'aussi dans la gestion des émotions et des sentiments qu'on a, parce qu'on est quand même pas mal habitué à les intérioriser. Alors heureusement, on rêve la nuit, et puis c'est souvent la nuit qu'on fait nos cauchemars, nos réussites, les émotions ressortent. Mais dans la journée, on les intériorise énormément. Et puis finalement, de pouvoir les poser sur papier, du plus comme du moins, c'est finalement laisser un peu de place aux sentiments, aux émotions, de les sortir de la tête. Comme typiquement, quand on a dans le travail une to-do list. Hein. Je dois faire ça pour ci, machin. On a une to-do list, on met les choses, de sortir de la tête. Et on remarque en général dans notre to-do list, quand on écrit les choses dans notre to-do list, au moins il nous sort dans la tête. On sait que ça, quelque part, on n'a plus besoin de s'en souvenir. Et des fois aussi, même des émotions de ce journal intime, que je devrais m'y mettre aussi, je m'y mets pas, d'avoir ce journal intime et pouvoir aussi sortir ces émotions, pas qu'elles restent en nous et enfouies. Et d'écrire en jeu. Hein. D'écrire en jeu, c'est extrême. Enfin, en jeu, mais pas en romancé. Donc vraiment, de parler de soi en jeu, c'est moi, j'ai déjà essayé, rien que des fois, écrire une page avec du jeu. Moi, j'ai fait le livre et tout ça. Ah, on a l'impression d'être à nu. Hein. C'est un exercice, c'est pas fait. Alors finalement, on se dit, on a un calepin, un bout de papier, il y a personne qui nous regarde, on écrit juste je. C'est en fait parce c'est la première fois où on prend du temps pour nous, on s'écoute et puis on met du je et on va sur je prends du temps pour moi en fait. Hein. D'être honnête avec soi-même, c'est ça, je prends du temps pour moi. Dur, quoi, hein, et c'est dur. Et d'aller chercher, ok, c'est quoi cette émotion, qu'est-ce que je ressens, pourquoi j'ai ressenti ça, les beaux exercices quoi. Hein. C'est exactement le problème, on va dire, de l'entrepreneur. On a toujours cette espèce de syndrome de l'imposteur parce qu'on n'ose pas dire justement. J'ai fait ça. Je suis arrivé à ça. C'est là où ça devient très complexe aussi parce on se bat pour nos employés tous les jours. Je le dis pourquoi? Parce que en 2020, quand le Covid est arrivé, en tant qu'entrepreneur, et là je pense que beaucoup d'entrepreneurs qui peut-être nous regarderont en haut vont comprendre ce que je dis. Là, on a pris une claque. Hein. Pas dans tous les milieux. On peut pas dire tel milieu. On a tous pris une claque à tout moment. Dans l'hôtellerie et la restauration, oui, énorme. Comme mon père m'a toujours dit à l'époque, hein, manger, boire et dormir, 3 besoins primaires. Travaille dans ce métier-là, tu auras toujours du job. C'est pas bête, au final.
Et c'est les 3 éléments qui font que tu es toujours aussi dehors avec les amis, tu discutes, machin. Enfin, voilà. Et quand il y a le lockdown et puis qu'il faut commencer à fermer son hôtel, là, on pleure. Il faut aller tirer les prises. Il faut enlever, il faut économiser et autres. Et c'est une période très, très, très troublante pour tout le monde. Et Il y a un sentiment d'injustice un peu ou c'est quoi le sentiment au début, triste, énorme. Injustice. Complet. Parce que entrepreneur, il est maître de ce qu'il fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand c'est pas toi qui décide? Moi, c'est moi qui décide dans mon établissement. Mais là, j'ai pas décidé. On m'a dit de faire. C'est hyper compliqué. Résilience, faut accepter. T'as pas le choix. Après, on avait le choix de fermer. Moi, j'ai pas fermé à 100%. Ça veut dire que j'ai gardé le dernier étage de mon établissement et que je louais, un peu dès qu'il fallait ou autre, parce que c'est un hôtel. C'est la base de mon métier. Et est arrivé un point pendant le Covid, et je rebondis là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on continue dans le concept de l'entrepreneuriat, où en fait, je me disais, mais c'est plus un hôtel. Ma femme, elle me disait, mais si c'est un hôtel, je dis, non, parce que normalement, un hôtel, il y a des clients dedans. Là, il n'y a personne. Donc, j'ai pris une page blanche, puis j'ai écrit l'adresse. J'ai écrit bâtiment, j'ai écrit l'adresse, j'ai écrit ce que j'avais. Ensuite, j'ai dit, je fais quoi avec ça? Parce qu'en fait, pendant le Covid, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce bâtiment, avec cet hôtel? Avec ce bâtiment, ok. Oui, parce qu'au final, est-ce que l'hôtellerie va recommencer? Non, mais j'ai envie de... À ce moment de Covid, on ne savait pas qu'il y aurait un vaccin. Qu'est-ce qu'on sait? On se pensait plus même fin du monde. Hein. Complet. Complet. Et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait, de ma vie? Moi, je suis hôtelier, je fais ça, mais attends, puis si ça repart pas, puis si ça met... moi, j'ai pas une boule de cristal, je sais pas ce qui va se passer demain. Comment... Mais il faut trouver des solutions. Commencer à réfléchir et tout. Et au bout d'un moment, après 1 année et demie, tu sais, quand t'as pas d'idée, quand tu es tout le temps j'ai envie de dire, en train de te flageller parce que tu souffres de la situation et autres, c'est le pire parce qu'en fait, tu deviens stérile. Stérile du cerveau. Et tu n'as plus d'idées et ça devient compliqué. Et c'est là où on rentre dans une spirale qui peut être infernale et qui peut t'amener en bas. Et tout d'un coup, je réfléchis et je me dis, tiens, j'avais fait une escape room en 2016. Quand j'avais repris l'hôtel, justement, j'avais fait avec ma frangine, ma femme et puis mon beau-frère. Et ce jour-là, je me souviendrai toujours que j'avais eu l'idée, je me suis dit, tiens, un jour, je ferai quelque chose. Et là, je dis, mais tiens, bingo, c'est le bon moment. J'ai un établissement, j'ai les surfaces, j'ai le temps, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire en ce moment. Eh ben, j'y vais. Et de là est venue une idée, on va dire, assez hallucinante de mélanger de l'escape room et le jeu Cluedo. Et d'en faire une enquête meurtrière avec tout un concept assez... avec vraiment un vrai scénario et une vraie histoire. Et de me dire, coup pub marketing. Pourquoi? Parce que l'Hôtel Cristal, je n'ai pas de restaurant, j'ai pas de spa. Donc, les Lausannois n'ont pas vraiment besoin de venir dans mon hôtel. Mais pour le faire connaître, ça peut être une bonne idée puisque les gens sont friands de ce genre de jeu immersif. Et de là a germé cette idée. Bon, il y a ça aussi, puis il y a ça aussi que tu es un peu hyperactif, créatif. Il y a l'hôtel, toi, tu es un passionné de ton hôtellerie, de voir du monde. Déjà, c'est un passionné de l'hôtellerie, c'est un passionné de voir du monde. On lui dit, ton hôtel doit fermer, tu dois rester chez toi. Compliqué pour Cédric. Hein. Du coup, ça commence à tourner, on fait... Effectivement, très compliqué. Ta femme qui devient folle, Cédric qui tourne en bourrique autour du salon. Et c'est souvent comme ça, hein. C'est dans l'ennui, des fois, dans ces moments où on s'ennuie, en fait. Et on se met à réfléchir, ok, mais qu'est-ce que je peux faire finalement pour ne plus m'ennuyer, hein. Et finalement, c'est plus ça. Hein. Ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé déjà de réfléchir, penser à un projet, et surtout de bosser. D'avoir quelque chose à faire. D'avoir quelque chose à faire, clairement. Et de là, j'ai germé cette idée. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, comment on fait? Comment on fait pour faire ça? Alors, j'avais déjà des idées dans la tête, hein. Et il m'a fallu un moment pour trouver les gens avec qui pouvaient peut-être m'aider, surtout au niveau de on va dire, de la cinématographie, si on peut le faire ça comme ça. Ça veut dire surtout des décors et autres. Moi, j'ai utilisé mes chambres d'hôtel comme base de décor. Et ensuite, on a agrémenté par-dessus.
Et ça, on a réussi à le faire. On a été très loin. Hein. Je pars d'un budget, je crois que j'avais mis, dans ma tête, je m'étais dit que je mettrais 15 000 pour faire le jeu. Je ne suis pas arrivé à 15 000, je suis arrivé beaucoup plus haut. Mais parce qu'en fait, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de bien et je me suis rendu compte que, en fait, j'étais novice là-dedans. Bah voilà, et pour moi, ce que je trouve bien aussi, c'est que zéro expertise, quoi. Ah non, complètement. En fait, la seule expertise, c'est une fois, t'allais faire un escape room. Ouais. Donc, je aussi pour ces les escape rooms, c'est on est dans une salle, il y a des indices, il faut trouver les indices pour s'évacuer de la salle. Mais vraiment, partie de là, et de se dire, je vais aller faire une escape room dans mon hôtel, quoi. Oui, c'est vrai que j'en parle comme si c'était logique, alors qu'en fait... Oui, c'est ça aussi, remettre pour les gens et tout. Oui, c'est vrai. Quelqu'un qui a zéro expertise, qui l'a fait une fois, puis qui, d'un délire sur son canapé, se dit... Et ça, c'est Cédric, et c'est ce que j'aime chez lui, et ce que je trouve beau dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire, non mais attends, pourquoi je ferais pas un escape room dans mon hôtel? Non mais attends, c'est délire, il y a pas ça en Suisse, ça a jamais existé. Ah bah moi, je vais le faire. Hein. Et voilà, et c'est ce qu'on dit aussi de ce podcast, de faire les choses, des fois d'y aller... Et d'arrêter de se dire, ouais, mais ça n'a jamais été fait, alors je vais peut-être pas le faire, il y a peut-être une raison que ça n'a pas été fait, puis de se dire, mais en fait, l'aventure, elle va me faire kiffer, je vais rigoler, hein. Ça peut être cool. Et puis du coup, il a appelé aussi son cousin Vincent, et il lui a dit, écoute, bon, t'as un petit moment au téléphone, j'ai un délire à te raconter, reste assis, pose-toi, prends un verre d'eau. Je lui ai dit, allez, vas-y, raconte-nous la chose. Et il m'a raconté son truc, tout, puis j'ai dit, allez, je saute avec toi dans l'aventure, parce que c'est justement moi ce qui m'anime dans l'entrepreneuriat et ce qui m'excite. Des choses qui ont jamais été faites, se dire comment on va pouvoir le mettre en place, comment on va pouvoir le faire, de partager aussi ces moments, ce qui pour moi est le plus beau dans le travail. Et puis comme là on partage aujourd'hui ce podcast, là il vient des moments de partage dans le boulot, parce que oui, le boulot, il y a ce côté, comme on disait, alimentaire, de ramener l'argent à la maison, machin, mais si derrière on arrive à allier ça avec du plaisir et du partage humain, c'est beau serré. Et puis quand je le vois avec une telle énergie, une telle envie de faire et me dire j'ai envie de faire ça, ça va marcher. S'il y a cette détermination si forte, c'est qu'il y a 2-3 trucs à ajuster et puis on va y arriver, quoi. Puis on est parti là-dessus, quoi. C'était la première réaction de mes collègues. Parce que j'en ai parlé à mes collègues hôteliers. Ils m'ont dit, mais tu vas faire ça comment? J'ai dit, je sais pas, mais je vais le faire. Il m'a dit, mais t'as une idée? Oui, dans ma tête. Mais tu vas t'entourer de monde? J'ai dit oui. Alors, pour certaines choses, je suis obligé. J'ai pas le choix. Surtout que tout le côté création, monter le concept et tout, au final, j'y suis arrivé. J'ai demandé de l'aide, mais les professionnels qui m'ont donné de l'aide, surtout sur tout ce qui était scénarisé et autres, au final, j'ai fait comme moi j'avais envie de faire. Mais il me fallait une guideline parce que moi, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et pour tout ce qui était technique, montage, décoration et autres, alors moi, j'ai réalisé presque une grosse partie moi-même parce que au final, j'ai trouvé ça génial. Et il y avait une grosse partie, j'étais obligé d'avoir des professionnels pour m'aider dans la structure des décors et autres. Mais j'avais surtout, le plus important, une fois que le jeu il est créé, comment les gens ils viennent jouer. Et là, je bute sur un souci, comment on vend ce jeu. Et c'est là où justement, c'est là où le cousin il est rentré comme tu disais avant, rentré dans l'affaire. Pourquoi? Parce que énergie, 2, compétences. Moi, j'ai pas cette compétence digitale. Parce qu'au final, les escape rooms et tout, comment on fait pour réserver une escape room? C'est par Internet. Création de site. Paiement en ligne. Moi, je sais pas. Et puis, Vincent, on discute. Et puis, je lui dis, vas-y, viens, ça t'intéresse? Je n'avais pas non plus toutes les clés, mais j'avais une expérience dans le digital. Et voilà, donc on s'est dit, il n'y a plus qu'à faire, quoi. Il y a à faire. Et on va y aller. Hein. On l'a fait avec surtout un gros, on va dire, ouais, assez culotté. Le jeu, maintenant, c'est là qu'on voit, on oublie de temps en temps. Je crois que le jeu était live le 31 ou le 1er ou le 31 octobre, je sais plus, un des deux. Et on a commencé à faire la pub en septembre. Tu te souviens de ça? Et ça je te laisserai même toi parler des chiffres, de ce qui nous est arrivé en termes de retour. Ouais, on a activé un seul levier d'acquisition. On a juste fait... Alors moi, j'avais un de mes prestataires avec qui je bossais qui faisait de la vidéo. Donc, il m'a fait un petit montage sur l'escape avec Lausanne, chercher un truc, énigme. Une vidéo assez bien faite. On a mis sur Facebook Ads, juste vraiment en trafic, de driver du trafic sur le site. Et un succès, des commentaires après derrière, des machins. Ça a pris un élan parce que c'était du jamais vu en Suisse. Plein Covid, tout le monde s'ennuyait. Il y avait ça dans un hôtel qui était plein centre de Lausanne. C'est du gâteau, quoi. Vraiment, tout s'est bien accordé. Bouche à oreille. Et d'ailleurs,
Même à la fin, bon, bah, est-ce qu'il y a une enquête du cristal numéro Numéro 2? Les gens voulaient aller plus loin et c'était vraiment un boule de neige. Et après, ça a vraiment bien fonctionné. On a juste, pour moi, pas été assez long dans le timelapse. Parce qu'on a dû, voilà, il y a l'activité finalement Covid s'est arrêté, l'activité reprenait. C'est ça, en fait, en plein Covid, tu proposes quand même une escape room qui, de base, tu enfermes des gens dans une pièce et t'arrives à le faire prendre. Et puis ça verrouille juste un étage quand même. Voilà, oui, non, bah, mais c'est Ouais, dans le sens- oui, alors c'est sûr. c'est Ouais, je vois où tu quand même donner envie aux gens de faire ça en plein Covid, c'est finalement assez culotté. Et si ça a marché, c'est que c'était bien fait. Il y avait une possibilité, il y avait les masques, enfin voilà, Ouais. il y avait toutes les restrictions. Après, on était déjà plutôt vers la fin Ouais. du Covid. Et chose qu'il faut pas oublier de dire, c'est que ce concept, en plus, il était éphémère. C'est pas quelque chose. Je savais dès le début que c'était pas quelque chose que j'allais pas transformer conserver. un hôtel en enquête cristal. Pas du quoi. tout. Ouais. Par contre, ce que je savais, c'est qu'à la fin de ce jeu, je me suis dit, OK, si j'ai de nouveau un problème dans mon hôtel, je sais ce que je peux faire. Ouais. Et je sais quoi faire. Et ça, c'était très, très important de le comprendre, on va dire, de se dire, OK, il y a eu le Covid, le business s'est arrêté, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas d'hôtel, les gens ne peuvent pas venir loger, c'est compliqué, action, réaction. OK, on part dans cette aventure d'escape room, Cluedo, enquête meurtrière. Ça marche. 2020, là, on était déjà 2022. Mai 2022, le business a repris. Voilà, on revient à l'hôtellerie et autres. Par contre, ce que je sais, c'est que s'il y avait un Covid bis, je sais quoi faire. Bah, c'est finalement le besoin qu'ont beaucoup de business d'avoir, si ce n'est un plan B, en tout cas de se diversifier. Et là, tu sais comment te diversifier, tu as acquis les connaissances. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu utiliser cette période de Covid qui n'a vraiment pas été évidente pour créer de nouvelles choses. Il y a beaucoup de boîtes qui ont eu énormément de peine, certaines qui ont coulé aussi. Mais il y a aussi énormément de bonnes choses qui sont sorties de là. Parce que finalement, c'est quand on est sous pression aussi, quand on est sous contrainte, qu'on arrive à faire les meilleures choses. Je suis 100% d'accord. D'ailleurs, aussi pendant le Covid, en parallèle de l'escape room, fallait bien que je me rende compte j'ai une femme, des enfants, fallait bien gagner sa vie. Et c'est là où j'ai eu l'autre idée en même temps de démarrer de monter une société en Suisse qui existe maintenant, qui s'appelle WH Plus Fourniture et Meubles, dans l'idée de rénover des hôtels. Pourquoi? Là, je vais l'expliquer un petit peu rétroactivement. Quand j'ai repris l'hôtel familial, le Cristal, il a fallu que je fasse des rénovations. Pour faire des rénovations, il faut de l'argent. Il en faut pas mal. On ne se rend pas compte, mais pour rénover une chambre d'hôtel, ça coûte cher. Et ma femme étant polonaise, on est allé en Pologne, j'ai discuté avec un collègue hôtelier, j'ai rencontré des gens là-bas. Et j'ai réussi à rénover une grande partie j'ai rénové mon hôtel avec une société polonaise. Et je me suis dit, mais tiens, là, il y aura peut-être quelque chose à faire. Ça, c'était en 2017, ça, quand j'ai rénové mes chambres. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vendre du matériel ou du mobilier tant que nous-mêmes, on ne sait pas s'il est de bonne qualité, comment ça fonctionne et autres. Et quand je me suis rendu compte qu'en 2022, j'avais encore pas mis un coup de tournevis dans mes meubles, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le bon moment d'ouvrir cette boîte. Et je l'ai fait. Et qui m'a rejoint aussi dans l'aventure? Mon cousin, qui a dit, OK, vas-y, j'ai envie de te suivre aussi dans cette histoire. On part sur un autre délire. On part sur autre chose. Et puis là, de nouveau, tout le côté digital, c'est lui qui s'en occupe. Et puis moi, tout le côté, on va dire, commercial et opérationnel et tout, c'est moi qui gère. Avec de temps en temps des petits trips en Pologne, avec des gens aussi que sa femme connaissait. On s'est fait le réseau là-bas. Et ça aussi, c'est une autre culture. C'est génial. C'était fou. Il sait que là-bas, donc eux, ils viennent très tôt au bureau. Ouais, ils viennent à quelle heure? À 9h? Ouais, ils viennent assez tôt au bureau. Ils mangent surtout, ils mangent pas à midi. Mais ça, ils mangent pas à midi. Et en fait, ils charbonnent jusqu'à 16h. Et puis nous, on faisait la visite des trucs. Moi, je vois l'heure. Je me dis midi. Moi, j'ai faim. C'est vrai qu'il fait. Reste tranquille. On fait les trucs, machin. À 16h, on va manger. Moi, j'écoutais plus rien. J'avais tellement faim. On se pose. Et par contre, eux, 16h, la journée, elle est finie. Là, c'est la vodka, le machin, fiesta. Et puis, ça va. Mais vraiment, une façon de penser, une autre culture encore totalement différente, quoi. Mais après, des gens... Alors oui, des fois, on pense Pologne, vodka, les machins. Non, les mecs, très sérieux, les machins, top. Franchement, une expérience super. Mais par contre, dès que c'est 16h, bim, ça part. Et super friendly, tu vois, convivial, machin, qui veulent te faire aussi découvrir leur culture, découvrir ça.
Et c'est vraiment vraiment très intéressant, quoi. Et toi, je pense que tu es le premier à connaître, de bosser aussi voilà, parce que nous, on a notre Suisse, on a notre clientèle et tout ça, mais des fois, de pas rester cantonné à la Suisse et de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un partenariat à faire avec un autre pays? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres ressources à nous proposer, une façon de penser, une vision différente? Et puis, des fois, amener des choses que nous, on est cantonné un peu à notre vision, d'amener un autre regard, quoi, ce genre de choses. Et moi, je n'avais jamais fait par le passé. J'ai trouvé hyper intéressant de bosser à la Pologne, quoi. Ah non, la culture du travail peut tellement varier. Toi, je pense que tu as fait l'expérience. Nous, on a entre autres des équipes en Tunisie. Quand je fais des entretiens avec des candidats, puis qui me disent c'est quoi les horaires, puis que je dis, moi, la philosophie, c'est assez de dire tu fais tes heures quand tu veux dans la journée. Et là-bas, c'est inconcevable. Donc, c'est encore une fois une façon très différente d'aborder le boulot. Et ils sont presque plus demandeurs d'avoir ce cadre, qui est important pour certains. Donc, c'est là où c'est super intéressant. Toi qui a voyagé, je pense qu'entre les US et l'Azerbaïdjan, c'est pas tout à fait le même rapport aux horaires de travail, à la façon de travailler, à la hiérarchie. Non, c'est incomparable. On peut pas comparer les deux. Non, c'est incomparable. Même avec le Mexique. Ouais. Chacun a sa culture, chacun a sa manière de travailler. Nous, on a une manière de travailler qui est très intéressante en Suisse, mais qui est, je trouve, et moi qui suis pas quelqu'un de conventionnel, entre guillemets, de par mon parcours ou autre, c'est très carré, la Suisse. Trop. C'est un carré dans un carré. C'est très dur, en fait. Et on se rend compte aussi, tout coûte très cher. Et pour la créativité, créer des choses et tout, c'est des fois pas facile. D'où le fait où moi, je suis ultra fan des États-Unis. Parce que voilà, là-bas, c'est nos limites. On peut tout faire. Et c'est quand même extraordinaire. Et la Suisse a cette manière de fonctionner qui, certes, je respecte énormément. C'est hyper important. Mais j'avoue aussi que quand je suis arrivé au Mexique et que j'ai rencontré le directeur de l'hôtel 5 étoiles puis qui m'a accueilli en short, chemise à fleurs et tongs, c'est un autre concept de l'hôtellerie. Ouais. Alors que c'était un hôtel de luxe. Mais le patron, il est en tongs, en short et en chemise à fleurs. Et moi, quand je me souviendrai toujours, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah, mais moi, c'est ça que je veux être. Dans l'hôtellerie. En Suisse, est-ce qu'on verrait un patron d'un hôtel 5 étoiles sans cravate? Je pense pas en complet? Je pense qu'en fait, oui. Mais un petit peu, mais c'est vrai que c'est bizarre. Mais je pense que les gens... On est très dans les coutumes, dans le... Ouais, ça, les gens... Je pense qu'il y a un bout où le premier, celui qui veut le faire, le risque de le faire pour lui est trop grand parce qu'il a trop... Enfin, s'il y a une réaction négative, ça va marquer. Mais je suis assez persuadé qu'en fait, les gens aujourd'hui, même des banquiers, est-ce qu'on attend toujours notre banquier qui soit en costard-cravate? Moi, pas. Voilà. Mais je pense que c'est comme beaucoup de sujets. Si tu fais un sondage, la plupart des gens te diront que non, c'est pas important pour eux. Mais d'être le premier à faire le pas, d'enlever la cravate et de venir en short à la banque, déjà, t'as tous les règlements. Enfin, la banque, c'est encore particulier, mais dans ton hôtel, même là, il faut quand même avoir déjà d'être un peu extraverti, je pense, de base, pour aimer avoir le regard sur soi. Et une forme, je sais pas si c'est du courage, mais en tout cas de bonne confiance en ce qu'on fait pour le faire. C'est quand même des codes à casser. Ouais, pour moi, il y aura un oui et non. Parce que moi, je serais OK, mon banquier qui arrive, moi, je suis le premier qui arrive en tongs et tout ça. Mais ça va me faire bizarre. Je verrais quand même, donc psychologiquement, je vais lui mettre une petite étiquette, pas sérieux, pas machin. Alors, tu vois, pas du tout, drôle. Ça me gênerait pas. Moi, ça me mettrait presque en confiance, en fait. Ah ouais? Pour moi, ce serait ouais, il a pas besoin. Non, mais il a pas besoin de venir ça parce qu'il est tellement bon qu'il peut venir décaler, quoi, entre guillemets. C'est même pas ça. Moi, l'étiquette que je collerais, ce serait créatif, je crois. Et de dire, peut-être qu'il va me trouver des solutions que les autres. Ouais. Le type standardisé, il va me trouver des solutions standardisées. Le type pas standardisé, je me dis, tiens, peut-être que lui, il y a quelque chose de différent des autres à sortir. C'est des... Je reviens sur cette histoire du patron au Mexique. Lui, il va te regarder et puis il va te dire, mais moi, je vais pas mettre un complet cravate, hein. C'est le patron d'un hôtel 5 étoiles. Il l'a fait. Après, des gens me disent, oui, mais il est au Mexique. Oui, alors c'est vrai qu'il y a le lieu, ça aide beaucoup, je suis d'accord. Moi, quand je suis arrivé dans l'hôtellerie à Lausanne, et puis que ma maman me disait, fils, tu dois aller au travail en complet, cravate et tout. Oh là 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 là. Non, j'ai pas envie. C'est pas comme ça que je vois l'hôtellerie. Et en plus de ce que j'ai fait, comment j'ai conçu le Cristal, avec mes rénovations ultra pop art, complètement décalées,
C'était pas logique que je sois en sombre. Déjà, de un, je pense que ça se voit. Deux, j'adore les couleurs. Dans mon hôtel, c'est rempli de couleurs. Et surtout, de se dire, voilà, moi, je veux. C'est une hôtellerie décomplexée. Et les gens se souviennent, je pense, plus de toi. Comme je me souviendrai, si un jour j'ai un banquier en short polo, je me souviendrai beaucoup plus de lui que de tout autre banquier. Ça marque, ça crée une différenciation. Après, il faut la faire intelligemment, la différenciation. Mais en l'occurrence, on en parlait un petit peu avant d'ailleurs, dans une convention d'hôtelier, je pense que les gens se souviennent de qui tu es. Rien que sur le C'est-à-dire que l'hôtellerie, moi, quand je vais dans des conventions d'hôtelier, oui, c'est très bleu marine, noir. C'est pas grave. C'est vrai que moi, quand j'arrive au milieu, ouais, c'est assez rose, c'est assez pastel, c'est assez clair. Oui, mais parce que l'entrepreneur sans costume. Voilà, exactement, l'entrepreneur sans costume. Non, c'est un. Si on veut se faire, j'ai envie de dire, quand on doit faire sa place, autant le faire directement, mais qu'on se souvienne de nous au final. Ça veut pas dire que les autres on se souvient pas d'eux. Ça veut pas dire que moi j'ai envie qu'on se souvienne de moi, mais c'est plus facile. On se donne des cartes de visite et autres, mais après on se souvient aussi plus facilement des gens de par leur manière d'être. C'est aussi de l'authenticité. Et enfin, si je prends un exemple personnel, étant ado, je portais des chemises à fleurs. J'étais métalleux, mais je portais des chemises à fleurs. J'adorais ça. Et en rentrant dans la vie pro, j'ai voulu me mettre dans un moule. J'étais en chemise blanche. Voilà. Pendant quelques années, j'avais changé complètement de style. Juste pour rentrer dans un moule qui était en fait même pas forcément le mien ou qui me... Voilà. Je sais pas trop pourquoi je l'ai fait. Et en fait, je reviens aujourd'hui en termes de vêtements à des trucs beaucoup plus colorés, beaucoup plus fun. Et en fait, rien que pour le plaisir d'être soi, c'est quand même quelque chose de cool et qui est beaucoup plus... Tu transmets beaucoup mieux aux autres si tu es à l'aise dans ce que tu es, dans ce que tu portes. Ça, c'est drôle qu'on parle de ça. On revient toujours sur ce concept d'entrepreneuriat, d'idées, d'équipe ou autre. Moi, tout ce que je fais dans mon hôtel et tout ce que mes collaborateurs font, je peux le faire. Certes, je le ferai moins vite, mais je vais le faire parce que je l'ai fait, parce que je suis passé par là. Et ça, je me rends compte de plus en plus, c'est tellement important de pas oublier d'où on vient et ce qu'on a fait. C'est très, très important. Et il y a des... Moi, je vois après le concept de l'hôtellerie comme familiale, mais je fais tout. Je me souviendrai toujours, je devais réparer parce qu'on fait de la plomberie, on fait de l'électricité, on fait les réparations. Enfin, le patron, il fait tout, hein. Jusqu'au moment où il n'arrive plus, puis là, il mandate une société qui va payer. Parce que tous les patrons font vraiment tout. Hein. Ah, ouais. Moi, je pense, oui, c'est notre argent. Moi, je vais essayer d'en dépenser le moins possible. Ouais, de faire un maximum par toi-même. Mais c'est normal, c'est complètement logique. Et un jour, il y a un client qui est arrivé à la réception. Il a dit, il faudrait dire votre collaborateur qui a réparé le lavabo hier, il était très sympa. Et puis le réceptionniste a dit, mais c'était le patron. Et c'était assez drôle parce que, oui, effectivement, j'étais habillé en jeans, je m'étais fait faire quand même des polos cristal. Cristal maintenance. Hein. Non, alors, j'aurais dû. Où j'ai mis cristal juste quand même qu'on se rende compte que je travaille à l'hôtel. C'est vrai que des fois, je me suis rendu compte que j'arrivais à l'hôtel, j'étais un peu trop relax. Ça veut dire vraiment genre short. Je faisais des réparations. C'est vrai que les gens ils doivent quand même savoir que je travaille ici. Et c'est là où je dis c'est hyper intéressant parce qu'il a félicité, il a dit que j'étais très gentil. Déjà, ça m'a fait plaisir parce que le client l'a dit à la réception. Ça veut dire que si c'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, il l'aurait dit aussi. Et je trouvais hyper cool la réception de mon chef de réception qui a dit « Mais c'était le patron ». Et là, on voit tout de suite le client, il était, on va dire, un peu surpris. Il a dit « Ah bon ?» Il a dit « Bah oui, le patron, il fait des réparations aussi ». Ça permet aussi de faire comprendre ce que c'est notre métier. Le métier de l'hôtellerie. Pas tout le monde conçoit ce que c'est. C'est énorme, hein. Il y a tellement de choses. C'est extraordinaire. D'ailleurs aussi, j'avais parlé qu'en 2017, j'ai rénové les chambres. Ça, c'était une période intéressante. J'avais l'hôtel de mon papa, avec sa manière de faire, avec ses meubles, ses idées. Et moi, quand je suis arrivé, c'est vrai que j'avais vraiment d'autres idées. Et là, je suis parti sur du
comme je dis, du pop art, des fresques énormes contre le mur, des couleurs jaunes. Je ne sais pas quand j'ai dû montrer les premiers designs à ma maman, et à son âme qui n'est plus là, mais que j'ai dû lui montrer une tête de rhinocéros punk avec des cils violets dans une chambre jaune. Elle s'est quand même un peu posé des questions sur ma manière de voir l'hôtellerie. Pire encore, dans la chambre 13. Hein. et au final, bah, je l'ai fait. Et mes collègues hôteliers, ils me disaient, mais t'as fait un benchmark? Non. Mais comment tu sais que ce que tu vas faire, il y a besoin à Lausanne? Est-ce que ça marche? J'ai dit, bah, parce que j'ai envie. Ça, pour moi, il y a deux choses aussi. C'est tu connais aussi. Je connais le métier. T'as pas besoin de faire un business plan, une expertise, un truc. Ça fait combien de 10, 15, 20 ans, t'es tes parents, t'es dans le métier. J'ai vu. T'as un feeling, t'as une sensation, un truc, tu sais ce qui se fait, tu connais les codes. Il y a un truc intrinsèque. Quand je dis je fais parce que j'ai envie, t'as bien fait de me reprendre. J'ai voyagé, j'ai bossé, j'ai vu à gauche, à droite. Je sais ce qui moi me plaît. Déjà en premier, parce que j'ai vu, je sais ce qui me plaît. Mais qui revient de ce que tu disais jeune, de cette envie déjà de connaissance. J'ai fait l'espagnol. De tout. Toi, on te demande, ok, t'as déjà fait l'espagnol, maintenant tu peux apprendre du chinois. Toi, tu vas apprendre le chinois. Tu vas voir le chinois, tu vas voir la complexité, voir le truc. On va te dire, est-ce que tu veux être expert chinois? Tu vas dire, non, j'ai vu le chinois, je vois à quoi ça ressemble. C'est exactement maintenant, ça. Je veux passer au chinois, le mandarin. Ce genre de choses, et l'idée de partir dans ce design, alors oui, je dis, je le fais parce que ça me plaît. De un, oui. De deux, je me suis dit, si c'est bien fait, ça peut marcher. Il n'y a pas à Lausanne. S'il n'y a pas à Lausanne, ça devrait jouer. Il n'y a pas à Lausanne, c'est déjà une forme de benchmark. Non, mais c'est déjà une forme de benchmark. Oui. Il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'au moment où moi, j'ai fait ces chambres ultra pop art, 6 mois après, le Ibis Style Madhouse a ouvert. Mais entre guillemets, moi, j'avais déjà fait ces chambres pop art. Mais basé aussi sur du business d'affaires ou autre. Parce que moi, j'ai quand même des clients qui doivent rester 3, 4, 5 jours. Pas que ce soit trop lourd en déco non plus et autres. Et ça a marché. Ça a marché. Et mes parents, ils rigolaient au final parce qu'ils se disaient, mais il y est arrivé. Et oui, parce que j'ai fait des choses. Enfin, il y a des fresques très spécifiques. Hein. Comme je vous ai dit, il y a le rhinocéros, il y a des trucs de BD éclatés, il y a un Joker qui fait peur, il y a même des clients qui ont eu peur la nuit. Dans la chambre, ça, c'est toujours les blagues le matin au petit-déj. Parce qu'autant vous dire, l'enquête cristal, c'était le même délire. Hein. Il avait 6 chambres, il y avait un professeur qui avait gravé des trucs avec du fluorescent dans le machin. T'avais un truc avec la cassette, une chambre de fille. Chaque chambre, il y avait un univers. Un univers complet, un thème. C'est l'intérieur de la tête de Cédric, quoi, entre guillemets. C'est un créatif, c'est plein d'idées. Et moi, je suis toujours prêt à le suivre dans ses folies. Moi, j'essaie des fois de structurer un peu le tout, mais pour moi, c'est une force d'avoir cette créativité et ces idées et tout. Et je trouve toujours génial et ça fait sortir un peu du lot et ça fait du bien, ça fait respirer, quoi. On sort un peu, comme on disait, du banquier, costard-cravate et peut-être ce genre de choses, triché qu'on a. C'est cette créativité, de voir les choses sous un autre angle, de voir différent. Et pour moi, un peu, c'est plus des bouffées d'oxygène, quoi. C'est le plus important dans ce milieu. Tu le dis et tu l'as redit même plusieurs fois, la créativité. Après, il faut savoir où on s'arrête. Il faut se canaliser, mais ouais. Voilà, moi, je suis incapable. Donc, j'ai une femme qui me canalise et j'ai un cousin qui me canalise. Parce que sinon, c'est fini. Moi, ça peut devenir très compliqué. Et c'est justement... On apprend aussi à se connaître. Donc maintenant, il y a des fois, j'arrête même de parler sur certaines choses parce que je sais déjà que de toute façon, on va me dire stop, arrête, time out, c'est fini. Donc voilà. Mais c'est laisser libre cours à son expression et essayer de poser ses idées. Mon père, il m'a appris un truc. D'ailleurs, vous avez remarqué, je parle souvent de mon père. C'est un peu mon idole et c'est la personne qui m'a vraiment transmis. Parmi les choses les plus importantes qui ont permis ma réussite dans le niveau de l'entrepreneuriat. Une chose toute bête, d'avoir un papier et un crayon sur sa table de nuit. Pour noter les idées. Noter les idées pour pas les oublier. Ouais. Et pour pouvoir dormir. Et pour pouvoir se rendormir. Ouais. Bon, moi, en règle générale, je me réveille, je l'écris, je dors plus. Mais c'est pas grave, il y a des gens qui arrivent et c'est hyper important. Mais de noter, écrire, faire des sketchs sur un bout de papier, noter ses idées, on sait jamais. Il y a rien qui doit être perdu. Ouais, je rebondis là-dessus parce que moi j'avais la question un petit peu avant.
tu disais, il y a 90% des transmissions familiales qui échouent. Toi, tu fais partie donc des 20 qui ont bien réussi. 90, je crois que c'est même plus haut parce que Ouais. j'avais accueilli un client au Cristal. Et on a papoté les deux à la réception. C'était encore du temps où je faisais beaucoup de réceptions au début. Puis il me disait, je lui dis, ah, mais vous venez d'où? Il me dit, ah, Suède. Puis il me dit, je suis spécialisé, je fais des séminaires dans la transmission d'entreprise. Puis je dis, ah, bah, c'est drôle, moi. Puis il me dit, ah, vous avez besoin de coups de main? J'ai dit, non, moi, c'est nickel. Puis il me dit, bah, il me semble qu'il m'avait dit, vous faites partie des entre 2 et 5% des sociétés avec qui ça se passe hyper bien. Et tu pourrais dire, peut-être, si tu devais conseiller, tu vois, à d'autres personnes qui va voir ça. Si tu devais le faire avec tes filles, finalement. Ouais, trois choses essentielles. Parce que tu vois, on se lance, c'est un exercice inconnu pour le père, un exercice inconnu pour le fils. L'exercice il est réussi. Mais quels seraient 3 éléments? L'élément la Des choses principale. que tu as appréciées ou que toi, tu as dû mettre en. Je sais pas comment dire, pas le mot, mais en adéquation, que tu as dû faire pour que ça se passe bien. Mais je vais être franc, la seule dans une transmission d'entreprise entre père-fils, la responsabilité, elle vient du fils qui veut l'entreprise, ça en premier lieu, et qui a envie vraiment intrinsèque, qui se dit, OK, moi je veux C'est cette pas boîte. reprendre quelque chose pour garder, Et de ça doit l'autre, rester sous le nom et de l'autre, X. C'est le papa ou la maman qui doit prendre ses responsabilités et dire, OK, je me retire. Trouvez-moi une Je pense entreprise beaucoup où il y a... ça échoue parce que le père, il veut laisser un grain Ah, de sable, mais il moi, veut rester un tout. j'ai beaucoup de connaissances autour de moi où il y a encore le papa dedans, c'est ultra C'est compliqué. dur de laisser son... Mais parce que c'est hyper dur. Moi, j'ai eu cette chance où mon père a dit, j'ai fait mes 38 ans d'hôtellerie, l'hôtel Cristal, il est là, la nouvelle génération, c'est mon fils, il arrive, il fera ce qu'il a à faire. Et il faut prendre du recul. Et ça, je pense, en tant qu'enfant, nous, on peut pas le comprendre. Et je pense que ce que mon père a vécu, c'est pour ça qu'il m'en a pas parlé tout de suite. Parce que je pense qu'il a dû le temps aussi de le digérer et autres, et de se rendre compte. Parce que il y a pire, il y a le changement. Un papa, il arrive, vous arrivez, il est toujours dans l'entreprise, vous commencez à changer des trucs. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. Vous avez, si je me souviens bien, les deux travaillé avec vos parents respectifs. C'est difficile d'arriver et de dire on va changer à quelqu'un qui a toujours fait comme ça. Et puis jeune, on a envie de Et puis nous, on a envie de tout bouger, et puis puis on arrive, et puis on a plein d'idées et tout. Ouais. Et au final, ça marche. Ça peut ne pas marcher. Moi, on m'a toujours dit, tu travailles dans un métier, continue. Par contre, ton métier il va évoluer et tu dois t'entourer toujours de plus jeunes. C'est eux qui savent faire. C'est sûr. Toi, tu sais plus. Toi, t'es out. Tu sais, t'as le bagou, t'as les compétences, t'as l'analyse, t'as l'expérience, mais t'es plus jeune. C'est dur, mais c'est la vérité. Moi, je travaille déjà, si aujourd'hui, Tu penses comme ta génération et puis les générations de tes parents, mais pas comme la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qu'ils ont besoin de ce genre de choses aussi. Moi, j'écoute énormément la nouvelle génération. Ouais, et on parle génération Z, X, machin, mais il y a des façons de penser, des attentes qui sont différentes et que je pense que, je sais pas si des fois elles peuvent se comprendre, elles peuvent, se comprendre, mais parler la même chose, des fois plus compliqué. Ça peut être plus difficile. C'est la science du compromis qui C'est ça. très helvétique finalement. Exactement. Bon, parce que là, on arrive gentiment, là, on a 1h10, il reste plus ou moins 20 minutes, on veut faire 1h30, on s'est fixé max, on voulait faire 1 heure, mais bon, je me doutais que l'exercice serait compliqué. Donc nous, on aime bien à la fin faire un truc un peu plus ludique, plus simple. On a préparé 10 questions avec des réponses courtes. Oui. Nous, on s'était dit la même chose. On a fini, je pense, on a redéroulé une demi-heure. Donc là, on va essayer de rester court, pas trop s'étaler, parce que de toute façon, on a déjà Des bien réponses fait. en une phrase. Qu'on essaie Dans de le l'idéal. faire. Après, on peut un peu magnifier, mais faut pas repartir sur un débat. Regarde-les pas trop. On en fait une chacun. Du coup. Si tu veux, Si on te dit école, qu'est-ce que tu réponds? Traumatisme. traumatisme. C'est... Ouais. Oui. Et Et pourtant, qu'est-ce que ça représente dans ta vie, parce que tu vas en faire. alors, école. Si aujourd'hui je devrais refaire une formation, je serais terrorisé. J'ai peur d'aller à l'école. Je le dis ouvertement, j'ai peur d'aller à l'école. D'ailleurs, en fait, finalement, dans ton parcours, l'examen, la certification que tu as mieux réussi, c'est ce que tu as fait en Azerbaïdjan, qui était du pratique. Si j'ai C'est bien que suivi. de la Voilà. pratique. Donc, il y a des- C'est difficile, mais je le dis ouvertement, j'ai peur de l'école. J'ai peur d'être en classe parce que je suis incapable d'apprendre dans un livre. Et c'est difficile. Pour moi, c'est la seule un peu ouverte. Toi, t'aurais dit quoi? Après, on fera plus haut, mais elle est un peu ouverte.
Franchement, c'est chaud comme question. Beaucoup d'ennuis, moi. D'ennui, hein. D'ennuis, ouais. Et Énormément d'ennuis à l'école. Moi, j'aurais dit traumatisme comme toi. Hein. C'était les pires années de ma vie. Hein. C'est difficile. J'avais un cerveau différent, je pensais pas les mêmes choses. On m'obligeait à des logiques comme ça. À l'époque, on peut être très cruel. Enfin, les enfants, on est très cruel entre nous. Et si on n'est pas dans la bonne case, on n'est pas dans les leaders où on fait déjà 2 mètres, et puis c'est beaucoup la taille qui fait les leaders finalement, pas le cerveau, mais la taille, les plus grands et les plus forts. Ah, c'est douloureux, quoi. Stoka fait la première. Hein. Vas-y. Allez. Le moment où tu t'es dit, ah, là, need to fight, hein, je dois me battre. Hein. On t'est dit, là, on retrousse les manches, en machin, et on part au combat, quoi. Au niveau de l'entrepreneuriat? Ouais, peu importe, un moment. Dans la vie. Alors, moi, peut-être l'Azerbaïdjan, où c'était dur et c'était à changer. C'est une idée, tu vois, c'est pour. Ouais. Il y en a, en fait, il y en a beaucoup. Ouais, t'en as un. Je peux en dire qu'une. Bah, ce sera la reprise de l'entreprise familiale, de dire, OK, on y bien va. Faire. Ouais. La peur de décevoir, ouais, envie. Peur de décevoir, c'est ça. Tellement envie de bien faire. J'ai envie de prouver. Là maintenant, It's my turn, hein, tu vois. Le Saint Graal. Ouais. Je vais le dire, honnêtement, j'avais envie de rendre fiers mes parents, c'est vrai. Ouais. Et j'y suis arrivé. Je pense, ils me l'ont dit. Donc, pour moi, c'est un achievement. On peut la mettre un peu mieux que ça. Une galère qui t'a formé. Ma vie. Belle réponse. Honnêtement, j'ai que ça à dire. Ma vie, c'est ma galère qui m'a formé. Ok. Bon, je pense qu'on se doute, là, le pays qui t'a le plus marqué. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas préféré, hein, parce que j'allais dire US, mais qui t'a le plus marqué. Hein. Ouais. Culturellement, l'Azerbaïdjan. Expérience humaine, le Mexique. Et le gigantisme, les États-Unis. Et de cœur, la Pologne. Ouais. Ton plus bel échec. L'interpréter comme tu veux. Ouais. Mon plus bel échec, c'est difficile parce qu'on en a eu beaucoup des échecs. Mais je pense que c'est. Il faudrait le tour d'un apprentissage d'échec. Hein. C'est l'échec qui t'a le plus appris, non? Parce que échec, ça peut être un peu. Ouais. Le plus gros que tu parlais. On va dire l'expérience qui m'a fait le plus grandir. Ouais, un échec qui t'a le plus apporté. Mes 4 premiers mois dans ma première famille d'accueil aux États-Unis, à 15 ans, à 16 ans seul. Ouais. Là, j'ai compris que j'étais dans le dur. Et là, t'as dû te dire, quand ils t'ont fait la proposition le dimanche, et tu te retrouves là, tu te dis, mais j'étais un cinglé, pourquoi je suis pas. Non, mais le premier on peut pas s'imaginer à quel point. Je me suis enfermé dans ma chambre aux États-Unis, je pleurais, j'étais là, mais mon père, ce qu'il vient de me dire au téléphone, il m'a dit, démerde-toi. Et puis en fait, j'étais là, mais. Comment il me laisse tout seul, il m'abandonne. Alors qu'il avait le doigt sur la souris, prêt à acheter le billet d'avion pour venir me chercher, on est d'accord. Okay, c'est sûr. Mais. Il l'a fait pour me mettre face à moi-même. Et honnêtement, c'est la meilleure décision qu'il ait fait. Parce que ça m'a mis dans le dur. T'as responsabilisé aussi. Complètement. Par rapport à tes choix, ouais. Ah là, j'avais pas le choix. Un mot pour décrire l'enquête Cristal. Hein. Lunaire. Lunaire. Hein. Lunaire, parce que c'est parti de rien. Cool. Et quand ce qui a été très intéressant, c'est de voir... Il faut savoir quand même que l'enquête... C'est l'ancien propriétaire du Cristal qui s'est fait égorger dans son bureau. Accessoirement, mon père. Que tu remercies pour cette transmission que tu as voulu et qui est le plus gros père. L'enquête, c'est mon père qui est égorgé. Il faut savoir qui a fait le meurtre. Quel bel hommage. C'est exactement ça. Il est venu voir le jeu. Je me souviendrai toujours. Je lui ai expliqué le jeu. On a fait toutes les chambres. Il a vu la scène de meurtre, donc il s'est vu. Non, mais c'est assez ouf. Il s'est vu avec son chapeau, son gilet et tout, avec du sang partout dans la chambre et tout. Et je me souviendrai toujours, il sort de ce jeu, il s'assied sur les escaliers. Il me dit, mais comment... Il me dit, c'est hallucinant. C'est lunaire. Ouais, il m'a dit... C'est lunaire. Premièrement, il m'a dit, est-ce que les gens vont y arriver? J'ai dit, bah... il était complexe. Hein. Moi, j'ai joué... T'avais 6 énigmes par chambre, t'avais une énigme, fallait machin. Alors lui, il donnait des notes et il donnait des indices quand tu pètes un câble, mais c'était hardcore. Hein. Et l'autre chose, il m'a dit, mais c'est comment? Enfin, pourquoi? De où ça t'est venu? Puis j'ai dit, bah voilà. Puis d'ailleurs, à ce moment-là, je l'ai remercié de faire le cadavre dans le jeu. Et il a adoré, il a trouvé ça extraordinaire. Ouais, c'est sûr.
Ah, ça, je veux bien croire, ouais. Qu'est-ce que l'hôtellerie t'a appris sur les gens? Le concept multiculturel, de savoir que tous les gens sont différents, chaque personne pense différemment. Et surtout, ça m'a appris que j'aime les gens. Voilà ce que m'a appris surtout l'hôtellerie. L'hôtellerie m'a appris ça. Chaque jour est différent. J'adore rencontrer des gens qui viennent de partout dans le monde. C'est juste extraordinaire. Et c'est ça qui qui pour moi, je dis toujours que pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Moi, je vais changer un peu la question là. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire le mot entrepreneur? L'entrepreneuriat, que signifie l'entrepreneuriat, le mot entrepreneur? Pour toi, c'est quoi sa signification? Difficulté d'être un peu face à soi-même. Je dis des fois, et c'est vrai, solitude. Parce qu'on est seul face à ses problèmes et ses échecs et tout ce que tu veux. Mais aussi, parce qu'il faut être très clair, ça peut être qualité de vie, quand ça va bien. Création. C'est un peu les adjectifs que j'utiliserais pour ça. Mais moi, j'aurais plus ce truc. Tu veux mettre une phrase, tu l'as dans le dictionnaire, entrepreneur égal. Hein. Poser ses couilles sur la table. Voilà. Ouais, c'est joli. Hein. On mettra des bips. Hein. Ouais, je pense. Non, mais c'est vrai. C'est se mettre à nu. C'est allez, on y va. Ouais, on y va. Ouais, je suis d'accord. Et le plus important, pas tout le monde. C'est pas facile de le faire. Et il faut. Je respecte toujours les gens qui prennent le départ. Allez, on y va. Mais il faut bien se rendre compte de ce que ça implique. Parce que moi, j'avais lu une phrase, c'est que tout le monde peut être entrepreneur, mais pas tout le monde va faire les efforts pour l'être, quoi. Un truc du genre. Et puis c'est pas fait j'ai plus la tournure, mais c'est une telle résilience, tels efforts et de machin que. Alors, tout le monde peut être entrepreneur, mais par contre, le faire et le mettre en action, c'est peut-être aussi. Autre chose. Hein. Je rebondis un petit peu, mais tu trouves pas que c'est des fois un peu trop sacralisé aujourd'hui? C'est un peu le Graal. Enfin, ouais, c'est présenté comme un truc. Honnêtement, aujourd'hui, beaucoup à YouTube avec les Yomi, ce genre de choses. Tout le monde se dit je vais être entrepreneur, je vais gagner 1 million, je vais machin, mais justement. Et puis on monte les entrepreneurs qui ont réussi et successful, puis il dit le mec il a ça. Je vais être très franc. Justement, je trouve que le milieu de l'entrepreneuriat aujourd'hui, tout le monde s'invente entrepreneur, mais il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte de ce que c'est en fait. Et moi, on connaît des gens personnellement qui ont essayé. Et qui, en fait, je me souviendrai toujours une connaissance qui m'avait dit mais je veux être entrepreneur. Pourquoi? J'ai envie d'être tranquille. J'ai dit, en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que je reviens un peu à ton truc. L'entrepreneuriat, c'est un sans parachute, sans. Il y a rien, il y a pas de filet. Et puis en l'air, tu vas trouver un filet. Oui, c'est exactement. Mais les gens, ils veulent avant de sauter un filet, non, saute et puis tu trouveras le filet en route. Hein. T'as pas de solution. T'arrives, c'est à toi. Et pour ça que souvent ils échouent, je trouve, dans l'entrepreneuriat. C'est qu'ils veulent trouver le filet, ils veulent partir avec la sécurité avant de se lancer. En fait, pour moi, le meilleur, c'est saute et puis tu vas tout faire en l'air, quoi, des fois. Ça marche mieux quand t'as pas encore les enfants. Ouais, c'est sûr, mais non, mais parce que moi, je vois où ils veulent en venir. Parce qu'il y a souvent des gens où, tu sais, ils le font un peu, mais ils ont des fois le truc à côté et tout. Et puis du coup, en fait, ils se donnent pas suffisamment la chance d'y arriver et se disent, c'est un peu là-dessus que je veux mettre. J'entends ce que tu veux dire, mais moi, c'était plus des fois quand il y a un projet. Alors oui, il faut l'alimentaire, il y a ci, il y a ça. Mais donnez-vous les moyens d'y arriver à cette chose. C'est là que je dois appuyer dans le truc, moi. Si je passe à la question suivante. 9, ouais. Moi, j'appuie pas trop la vite. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Ma femme et mes enfants. Et c'est une belle réussite. Hein. Mais c'est une belle réussite. Honnêtement, pour moi, c'est ça. C'est ce qui reste. Hein. Ouais. Non, et puis il n'y a pas dans tous les foyers, tu sais, une bonne entente, un bon équilibre, des fois, voilà. Et puis moi, je connais très bien celui avec sa famille et j'adore et je trouve que c'est. Et je suis admiratif et bravo, c'est aussi un micro-business. C'est aussi une micro-entreprise et puis qui, pour moi, est en sacré bénéfice, quoi. J'ai toujours dit, j'aimerais bien qu'un jour on reçoive une mère de famille pour parler d'entrepreneuriat, mère au foyer. Parce qu'il y a des parallèles qui doivent être super sympas à faire. Sûr, et ce sera certainement le jour où on fera ça une discussion passionnante. Moi, je vois, en plus, c'est assez fou. C'est sorti instantanément. C'est tellement réel. Et je me rends compte, ma femme, elle a du courage, parce que heureusement qu'elle est là pour me temporiser, me suivre, valider aussi mes choix, parce que c'est hyper important. Mais clairement, c'est ma plus grande fierté, c'est clair, c'est ma famille. C'est la base.
Les questions de la fin, mots de la fin. Tu as une petite baguette magique sur le Cédric d'aujourd'hui, tu peux le renvoyer dans le temps. Et il peut discuter au petit Cédric qui est aux US en train de chialer, son père qui vient de lui dire démerde-toi. Tu lui dirais quoi? Refais la même chose. Refais la même chose. Du coup, Puisqu'en fait, tu continues. Hein. continue. La différence, c'est bien. Moi, j'étais différent. On est tous différents, ça c'est clair. Mais alors, c'est clair qu'au niveau scolaire, oui, si je pourrais lui dire, crois en tes rêves. C'est tellement important. Mais c'est assez fou de se dire que finalement, la différence, c'est bien. On a la représentation des high school aux US, justement comme un moule dans lequel il faut rentrer. C'est un peu, t'as les populaires et les exclus. Alors ça, il y a. Et c'est assez fou de se dire que j'ai l'impression que c'est aux US que tu as appris à aimer cette différence, alors que finalement, ça n'a pas l'air d'être comme ça instinctivement le milieu où ça marche le mieux. Je me suis quand même retrouvé avec ma crise d'adolescence sans mes parents. Ah, alors ça, oui. C'est hardcore. Et c'était hardcore en rentrant aussi. Ouais. Parce qu'il y a eu... je suis parti à 16, je suis revenu à 18. C'est important, mais c'est comme si j'étais parti 2 ans chez mon oncle et ma tante. C'est pas les parents, ça fonctionne différemment. Et juste pour revenir un petit point sur la high school, oui, c'est un cadre, mais non, c'est pas un cadre puisqu'on choisit nos matières. Et ça, c'est important. Donc, tu dois aller à l'école. Pourquoi? Tu as choisi tes matières. Donc, si tu me dis qu'après, tu n'as pas envie d'aller à l'école, c'est quand même toi qui as choisi tes matières. Il y en a toujours 2 obligatoires, 2 choisis. Donc, au final, tu as 2 cours que toi, tu vas apprécier, tu les as choisis. Et le modèle, honnêtement, le modèle scolaire était beaucoup mieux pour moi. Le modèle social, moi, j'étais plus sur le modèle social que le modèle scolaire. Il est... c'est ce que je peux dire. Moi, j'ai adoré, mais je comprends que les gens n'aiment pas. Moi, j'ai adoré. Ouais. C'est ce qu'il te fallait à ce moment-là. C'est exactement ce qu'il me fallait. Exactement, ouais. Magnifique. Est-ce que tu as un mot de la fin, encore quelque chose que tu aimerais partager avant qu'on... Déjà, je vous remercie énormément pour l'invitation, que je trouve que ce que vous êtes en train de lancer, c'est hyper cool. J'ai eu la chance et l'honneur d'être le premier invité. J'espère que je vous souhaite longue vie pour ce podcast sans costume. Et puis, non, rien d'autre, à part que moi, je me réjouis de mes futurs projets aussi. C'est quelque chose dont tu veux parler peut-être ou... la reprise d'un futur établissement à Lausanne. Okay. Voilà. Qui sera prochainement public. Et puis d'autres aventures. Et plein d'aventures à tout le monde. Ouais. D'ailleurs, souvent, on mettra des liens, tu nous donneras des liens que tu veux mettre sur le podcast où on peut rediriger. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le cristal, demain, X. On vous donnera le lien vers X, ou si vous voulez après suivre Cédric, aller voir dans son établissement, voir ses délires. Rentrer dans sa tête via les chambres. C'est ça. Voilà. Non, puis vraiment, voilà, pour le mot de la fin, non, merci beaucoup. Je trouve que c'est très bien ce que vous faites. Continuez. Moi, je me réjouis de vous suivre aussi et de voir les prochains épisodes. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. De toute façon, on va continuer à te suivre de très près. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. De rien. Et peut-être une chose, s'il y a des personnes, des corps de métier ou des idées ou des personnes ou des parcours que vous trouvez inspirants et que vous aimeriez peut-être voir et qu'on prenne avec nous, on a déjà une petite liste en tête, mais on est ouvert, hein, donc n'hésitez pas à taguer des personnes, nous mettre des commentaires, ça serait super cool de l'intéresser. Moi, je trouve que, comme vous posez des questions, c'est intéressant, ça serait sur un bon candidat. Voilà, nous on reste ouverts, on est vraiment dans un truc, nous... de partage, d'expérience. Donc, ça peut être... Alors, nous, on fait, c'est du 1.0, mais ça peut être du 2.0. Venez avec des idées, des choses, et puis nous, on regarde dans la mesure du possible à mettre ça en place. Hein. On prend tous les retours. C'est ça. Sur ce, merci beaucoup.